Je suis conseiller d'État à Paris. Je suis au Conseil d'État délégué au droit européen, c'est-à-dire que je suis le référent de mes collègues pour le droit de l'Union et pour le droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Vous savez que le Conseil d'État en France joue un rôle très important dans le suivi des questions liées à la protection des données personnelles, puisque c'est l'autorité de contrôle juridictionnel de l'autorité de contrôle, la CNIL. Alors pourquoi je me suis intéressé à ces questions? C'est que précédemment, j'étais haut fonctionnaire européen français dans le cadre d'une structure qui est au sein du cabinet du Premier ministre. Et au sein de cette structure, j'ai dirigé l'équipe française qui a négocié la directive 95-46, qui est le texte communautaire qui a précédé le RGPD. Et vraiment, je suis dans ces questions. C'est pour ça qu'il y a immédiatement, au moment où le RGPD allait être mis en œuvre, j'ai créé un diplôme universitaire à l'université Dauphine PSL, DPO RGPD, diplôme qui a un frère ou une sœur, je ne sais pas, en Tunisie, à Dauphine, Tunis, qui est un certificat DPO. La perception du RGPD et donc de son bilan, à mon avis, a été bouleversée par rapport à ce que beaucoup s'attendaient à voir ou à rencontrer. Le lancement du RGPD a été marqué par une communication assez, je dirais, catastrophique autour des sanctions pouvant être prononcées par les autorités de contrôle nationales. Vous vous rappelez, c'est 2% ou 4% du bénéfice mondial des entreprises, ou 10 ou 20 millions d'euros, enfin, ou la somme est la plus importante des deux. Voilà. En réalité, je crois qu'il faut bien comprendre que le RGPD, c'est un outil de la mondialisation. Son objectif, son but principal, bien sûr, c'est de protéger les droits des personnes concernées, dont les données personnelles sont traitées, mais c'est aussi un outil économique qui veille à ce que la valeur soit gardée là où elle est produite. La valeur économique doit rester là où elle est produite. Et immédiatement, finalement, si on fait quasiment le bilan des 3 ans, tout le bilan des 3 ans se situe, le centre de gravité, c'est le problème des relations avec les GAFAM, c'est les relations avec des opérateurs tierces à l'Union européenne. Et ça a des conséquences parce que finalement, je ne dirais pas qu'il n'y a rien avant, mais l'arrêt du 16 juillet 2020, on n'a même pas fêté encore son premier anniversaire, sur la nécessité que la protection attachée aux données, en réalité de la valeur économique, soit protégée, même lorsque ces données sont à l'extérieur de l'Union européenne, et principalement, bien évidemment, aux États-Unis. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cette situation, cet outil de la globalisation, qui est perçu comme ça, mais dont les conséquences n'étaient pas bien cernées, aujourd'hui, le cœur du débat, c'est bien évidemment d'avoir les outils économiques, les outils industriels nécessaires à permettre au RGPD de fonctionner réellement. Parce que si vous ne gardez pas la valeur en Europe, le RGPD, c'est un chiffon de papier, ça n'a aucun intérêt. D'où tous les débats en Europe, pas qu'en France, pas qu'au Luxembourg, sur la souveraineté numérique. Et la souveraineté numérique des Européens, ça demande des outils, des entreprises qui fassent des clouds qui respectent leur RGPD, ce qui n'est pas le cas des clouds des GAFAM. Et c'est bien évidemment, mais peut-être on va en reparler, c'est bien sûr la prise de conscience que nous vivons dans un monde de data, et que dans un monde de data, eh bien, il peut y avoir des attaques, il peut y avoir des intrusions, et que la cybercriminalité, c'est pour ça que votre salon est important, et c'est pour ça que je suis
heureux d'y apporter ma petite pierre, ma petite contribution. C'est bien évidemment au cœur du système. On ne peut pas dissocier aujourd'hui le RGPD et la cyberprotection et la cybersurveillance, qui n'est pas vraiment couverte dans le RGPD, mais des textes sont en négociation, Data Market Act ou le Data Services Act, qui vont permettre de donner aux Européens les outils pour acquérir une autonomie, une indépendance et des protections en matière de plateforme et de gestion des données. Au-delà de la formule journalistique, je pense que beaucoup ont raison de dire que la prochaine pandémie, on n'est pas encore sorti de la pandémie Covid-19, mais la prochaine pandémie sera une pandémie numérique. C'est-à-dire quoi? C'est que le monde numérique et les attaques que vont pouvoir connaître les entreprises, mais aussi derrière les entreprises, tout un chacun. Hein, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il y a 23 milliards d'objets connectés. On parle d'un accroissement considérable, c'est-à-dire 75 milliards en 2025, seulement 2021, ou 2030. Vous vous rendez bien compte que ces 75 milliards d'objets connectés, ils vont être surreprésentés en Europe, dans la grande Europe, avec la Russie, en monde asiatique et dans le continent américain. Et donc ça demande une culture de la sécurité qui, au-delà de la sécurité dans les processus techniques, demande des réflexes de sécurité. Je donne un exemple. Vous savez, on avait souvent l'occasion de rire un peu sur les mots de passe. Aujourd'hui, une des caractéristiques qui est demandée aux entreprises, c'est que les fichiers soient garantis, alors par personne concernée avec des mots de passe qui sont, vous savez, en 12 caractères, des caractères différents, enfin bon, je passe, mais qui sont vraiment articulés sur la sécurité et sur la cybersécurité. Et je crois aussi que ça demande au sein de l'entreprise une culture à tous les échelons, à tous les opérateurs qui interviennent, d'avoir cette culture de la cybersécurité en permanence, de manière à ce qu'il n'y ait pas ce qu'on a pu voir en France. Il y a eu au moins 5 centres hospitaliers qui ont été rançonnés numériquement. Et l'ANSSI, qui est l'appareil français de respect des protections informatiques et de cybersécurité est intervenu. Mais là, je pense aussi qu'il va falloir réfléchir à une autre organisation au niveau des autorités de contrôle. Et je pense que la séparation, la déconnexion institutionnelle entre les autorités de contrôle du RGPD, les autorités de contrôle télécom et les autorités de contrôle de cybersécurité est à mon avis obsolète. Et je pense qu'il va falloir réfléchir à des organisations étatiques beaucoup plus performantes, beaucoup plus polyvalentes et comprenant aussi peut-être un volet ingénieur et industriel beaucoup plus fort et non pas uniquement des contrôleurs, je dirais, de nature juridique. Pour réfléchir au rôle du DPO, bien se rappeler de 3 choses. La première, le DPO, ses décisions ne sont ni obligatoires ni contraignantes. Deuxièmement, il est irresponsable. Il n'est pas responsable. Comme son nom le dit très bien, le responsable de traitement, ce n'est pas le DPO. Et troisième chose importante, il a la possibilité quand même d'avertir l'autorité de contrôle national s'il y a des difficultés importantes au sein de l'entreprise s'agissant de la protection des données. Donc c'est à la fois quelqu'un qui est fondamental dans la culturation des entreprises et donc il devra porter, à mon avis, ce challenge cybersécurité, parce qu'on ne va pas faire un monsieur cybersécurité à côté d'un monsieur DPO, à côté d'un monsieur RSSI, à côté. Il faut arrêter. Donc je pense que c'est au DPO de porter ça, mais alors avec une compétence qui doit être véritablement quotidiennement quasiment mise à jour. Vous savez que dans le RGPD, il y a une obligation qui a peu d'écho en France pour le moment, de l'obligation de se former annuellement
sur les questions de protection des données pour les DPO. Bien, je crois que s'il doit porter également ce sujet cybersécurité, moi je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Il va falloir qu'en permanence, il y ait des systèmes de formation pointus en les matières, que ça, à terme, ça peut changer le profil du DPO. Il sera peut-être tout autant juriste que peut-être pas ingénieur, mais en tout cas un très bon niveau technique. Et je pense aussi que c'est pour ça que le type de salon que vous faites est important, et j'espère qu'il va se devenir régulier d'abord, pour le vôtre, et se généraliser partout, parce qu'il faut des endroits où les DPO qui sont tous dans la tête sur le guidon dans l'entreprise aient la capacité d'entendre parler des nouveautés, des nouveaux risques, des possibilités, des formations. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Je dis souvent à mon auditoire, professionnel et estudiantin, il faut apprendre à vivre sur un tapis roulant. Et je crois que ce problème de la société numérique, hein, dont l'emprise a été accélérée par la pandémie, hein, c'est évident qu'on a fait une accélération de 5 ans. En un an, on a fait un saut en avant sur la société numérique, et ça demande des comportements beaucoup plus... les Américains parlent de société WOCA, c'est-à-dire de société labile, un peu chaotique. Je crois qu'il faut en prendre conscience. J'ai conçu sur trois volets. Le volet principal, c'est le volet juridique, mais il y a aussi un volet informatique qui va bien sûr aujourd'hui se voir adjoindre un volet qui s'est déjà fait en fait, adjoindre un volet cybersécuritaire et un volet management. Parce que si le DPO veut être compris, veut être suivi, il faut impérativement qu'il ait une capacité à faire accepter ses décisions. Et pour ça, il faut qu'il comprenne bien comment fonctionne l'entreprise dans laquelle il travaille. Les attentes, c'est véritablement, je crois, il y a une très forte attente, je dirais, d'abord d'un bon niveau technique. Ça, je m'y emploie puisque, à l'exception d'un intervenant, hein, sur plus d'une vingtaine d'intervenants, tous les intervenants sont des praticiens. Praticiens cybersécuritaires, anciens de l'ANSSI, donc l'agence sécurité française, des anciens ou des actuels DPO, des avocats, l'ensemble, on a vraiment l'ensemble de la profession, et je centre de plus en plus les cours sur des cas pratiques, sur des mises en situation. Parce que j'explique, il faut bien sûr une bonne maîtrise des textes, mais le travail du DPO, c'est la réaction, c'est la réactivité, c'est ce monde où on est en permanence sur un tapis roulant, et donc il y a ces grandes attentes. L'autre grande attente, c'est, je dirais, l'espèce de communauté que les promos forment, les promotions forment, et dans lesquelles que je suis continuellement, et par lesquelles je fais passer, soit par des colloques qu'on fait une fois par an, soit par des messages, de l'actualisation, des alertes. Et je crois que c'est vraiment ce problème-là, c'est-à-dire que au-delà de la formation et de la promotion, c'est vraiment l'idée que les étudiants rentrent dans une communauté de sachants et d'aidants. L'important, c'est que on a besoin tous de savoir un peu qu'est-ce qui marche, de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, parce qu'il y a une focalisation sur les best practices, mais les bad practices sont également extrêmement intéressantes, hein, à comprendre pour ne pas renouveler l'échec. Et donc, c'est vraiment ça, quelque chose. Alors, je ne cache pas que c'est passionnant. C'est parce que c'est passionnant que j'arrive à faire des journées, voilà. Il paraît que c'est 24 heures, mais il y a des moments, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus que 24 heures. Et je crois que, bon, quand on est passionné, c'est quelque chose qui est acceptable. Et puis, c'est tellement au cœur de nos vies, quoi. Hein, je reviens à la formule, nous vivons dans un monde de données, quoi. Et donc, il faut impérativement avoir la capacité d'y vivre de manière confortable.